Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer les mécanismes de la formation des prix du pétrole, de voir en quoi ils sont vraiment spécifiques. C'est une matière première un petit peu à part justement au niveau de la formation des prix et comment on peut exploiter ces particularités, notamment dans un contexte où une récession pourrait arriver. Sans doute beaucoup d'entre vous se demandent, est-ce qu'on peut quand même acheter des pétrolières alors qu'une récession pourrait faire baisser, même si c'est très temporaire, pourrait faire baisser les prix du pétrole. Alors déjà un petit peu de théorie pour commencer, parce qu'on en a besoin pour comprendre les mécanismes qui sont derrière. En matière de pétrole, comme sur n'importe quelle matière première, vous avez trois seuils qui sont importants pour des producteurs. Le premier seuil, c'est celui de ce qu'on appelle les coûts totaux, le break-even cost. Donc c'est l'ensemble des coûts que va supporter une société avant de pouvoir réaliser éventuellement un bénéfice à partir du produit de ses ventes. Donc dans ces coûts, on a évidemment les coûts opérationnels, l'entretien des puits de pétrole, éventuellement les interventions pour les réparer, les injections d'eau pour booster un peu la production, etc. Et puis on a les coûts qui sont liés à l'installation, à la création de l'infrastructure, de l'installation pétrolière, donc le coût des forages, le coût des pipelines, etc., qui vont en comptabilité être déduits sous forme d'amortissement. Donc tant que les prix du marché sont supérieurs aux coûts totaux, la formule de Donald Trump, drill baby drill, va s'appliquer, c'est-à-dire que les sociétés n'auront aucune réticence à investir à la fois pour bien entretenir leur appareil de production, leur champ, mais aussi pour investir dans de nouveaux forages, s'il y a bien sûr le potentiel derrière, les réserves derrière, et développer la production. Ça, c'est le premier cas de figure qui est le plus fréquent. Ensuite, si ça se passe un petit peu mal, si les prix du marché commencent à baisser, il peut arriver un moment où les prix du marché vont passer en dessous des coûts totaux, mais vont rester supérieurs aux coûts opérationnels, c'est-à-dire aux seuls coûts qui sont liés à l'exploitation des forages en place et à leur entretien. Donc dans ces cas-là, la société, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle commence quand même à perdre de l'argent par rapport aux investissements qu'elle a réalisés, notamment si elle a remboursé des emprunts, par exemple sur des investissements qu'elle a fait. Mais elle a quand même intérêt à maintenir la production existante parce que les cash flows générés par cette production restent supérieurs aux coûts opérationnels qu'elle supporte. Donc même si les prix baissent dans ce contexte-là, elle va maintenir sa production. Par contre, elle va arrêter tous les nouveaux forages. Et du coup, lorsque Donald Trump pense baisser les prix avec sa formule drill baby drill, ça va pas marcher au-delà d'un certain seuil, puisque si les prix baissent comme il le souhaite jusqu'à passer en dessous des coûts de production des producteurs américains, ils vont cesser de forer. Et puis le pire des cas qui est arrivé notamment pendant la crise du Covid récemment, le cas le plus extrême, c'est que à un moment les prix du marché peuvent passer carrément en dessous des coûts opérationnels, donc des coûts d'exploitation des gisements en place, et alors là la société a carrément intérêt à fermer purement et simplement ses puits en attendant d'avoir de meilleures conditions de prix pour les rouvrir. Donc ça, c'est les trois seuils à avoir en tête. Alors maintenant, toujours un petit peu de théorie, à vous m'excuser, mais il y a toujours besoin de ça pour comprendre comment les prix du pétrole réagissent face à la demande. Alors, une première chose à savoir, c'est que c'est un marché qui est extrêmement inélastique, parce que c'est une denrée presque vitale. Les besoins qu'on a en matière de transport sont presque aussi importants que la nourriture. Donc si les prix du pétrole montent et que vous avez besoin de transport, vous allez quand même payer quoi qu'il arrive. Et il faut vraiment un niveau extrême pour arriver à vous faire renoncer à cela. Alors, dans un contexte classique qui était ce qu'on avait jusqu'à la période, on va dire jusqu'au début de la décennie 2010, avant l'arrivée du pétrole de schiste aux États-Unis,
on avait une situation où l'offre mettait beaucoup de temps à s'ajuster face à la demande, notamment, je parle là en cas de baisse de la demande liée à une récession par exemple, parce que les producteurs, ils avaient déjà réalisé leur champ, leur production, leur infrastructure, et ils étaient dans une situation que je décris là, où les prix restaient quand même supérieurs au coût opérationnel de la société. Et bon, comme les puits en pétrole conventionnel ont un taux de déplétion assez lent, peut-être d'une dizaine de pourcents par an en moyenne, ils continuent à produire même si les prix étaient bas, parce que ça rapportait quand même un peu de cash flow, et du coup les prix restaient bas assez longtemps si la demande ne se reprenait pas. Ça, c'était le premier cas. Après, il y a eu le pétrole de schiste, et là, ça a changé radicalement, parce qu'avec le pétrole de schiste, on entre dans un contexte de puits à très forte déplétion. C'est-à-dire que quand vous forez un nouveau puits en shale oil américain, on a des taux de déplétion qui sont supérieurs maintenant à 70% la première année. Ensuite, ça baisse un peu, mais enfin, ça reste des taux de déplétion très élevés. Donc, si vous avez une situation comme la situation précédente, la situation orange, où vous avez des prix qui sont entre les coûts opérationnels et les coûts totaux, la société qui fait du shale oil, elle maintient quand même sa production existence, mais elle arrête de forer des nouveaux puits, et très rapidement, la production va baisser, puisque le taux de déplétion est très élevé la première année, et du coup, l'offre va s'ajuster beaucoup plus vite qu'avant à la demande. Alors c'est ce qu'on a observé pendant la crise du Covid. Vous allez voir, hein, donc la crise du Covid, c'est vraiment l'événement des dernières décennies où il y a eu le choc le plus énorme sur la demande en pétrole, puisqu'on est passé d'une demande d'un peu plus de 100 millions de barils par jour à un creux de 85 millions, et un petit peu plus d'un an après, en 2021, on était encore à peu près à 4-5 millions de barils par jour en dessous de la demande pré-crise. Donc c'était un gros choc. Et qu'est-ce que les prix ont fait? Ils étaient avant crise, donc fin 2019, ils étaient à 60 $. Et ils ont retrouvé, donc ils sont effondrés, hein, c'est normal, avec cette crise inattendue, jusqu'à 10 $ temporairement. Mais un an après, on était déjà revenu au niveau d'avant-crise, c'est-à-dire en mars 2021, on était revenu à 60 $ le baril, alors que la demande mondiale à ce moment-là était quand même 4 millions de barils en dessous de celle de 2020. Donc vous voyez la vitesse à laquelle les prix se sont ajustés à un choc majeur sur la demande. Alors, en comparaison, vous voyez que l'impact de la crise financière, de la grande crise financière 2008-2009, qui était vraiment une forte récession, l'impact sur la demande mondiale en pétrole avait quand même été assez faible, en tout cas beaucoup plus faible que celui de la crise du Covid. Donc même une grosse récession aujourd'hui, si on avait une grosse récession aujourd'hui, c'est légitime d'estimer que les prix du pétrole, même s'ils baisseraient temporairement, ils s'ajusteraient finalement assez vite à un choc sur la demande, parce qu'on aurait de toute façon un choc qui serait moins fort que celui de la crise du Covid. Donc voilà pour ces éléments théoriques, hein, pour bien comprendre la formation des prix du pétrole aujourd'hui. Donc le secteur des shale oil aux États-Unis, qui est la clé de la formation des prix du pétrole, parce que c'est le secteur qui a un des coûts de production les plus élevés au monde. C'est un secteur aujourd'hui qui produit 8,4 millions de barils par jour. Donc il est absolument indispensable, puisque si vous enleviez ces 8,4 millions de barils par jour, vous aurez tout de suite un trou dans la demande, dans l'offre mondiale de pétrole, qui ferait exploser les prix à la hausse, sans doute largement au-dessus de 150 $ le baril. Alors ce secteur, comme je vous l'ai dit, il a une déplétion des nouveaux puits de 65% sur un an. Et si on prend en global, c'est-à-dire les nouveaux puits plus les anciens puits, on arrive à un taux de déplétion de 43% par an. C'est-à-dire que si on était aujourd'hui dans un contexte où imaginons qu'on ait une récession, que ça fasse baisser les prix du pétrole en dessous des coûts de production
des break-even du shale oil américain, en un an. Donc les producteurs, évidemment, ils arrêteraient de forer, hein, puisque ça serait plus rentable pour eux. Ils se contenteraient de gérer la production existante. On aurait les 43% de déplétion, donc on aurait à peu près, en l'espace d'un an, on aurait déjà presque 4 millions de barils par jour en moins qui seraient produits. En 6 mois, vous auriez déjà 2 millions de barils par jour en moins, c'est-à-dire largement de quoi éponger le choc sur la demande que ferait une forte récession à la 2008-2009. Si c'est une récession plus petite, en disant que si une récession arrive, Donald Trump, qui est très inflationniste, très volontariste, il ouvrirait en grand les vannes des dépenses publiques et finalement il créerait de l'inflation, ce qui serait plutôt bon pour les prix du pétrole et pour la demande mondiale. Si en plus la Chine s'y met avec un plan de relance, ça effacerait aussi les effets de cette récession. Donc on pourrait avoir finalement un choc sur la demande qui serait plus petit que la récession de 2008-2009. Et du coup, l'offre s'adapterait extrêmement vite. Donc pour moi, dans ce contexte-là, aujourd'hui, les break-even en shale oil américains sont à 60-65 $. Je vais vous montrer quelques graphiques là-dessus. Donc ça veut dire qu'on a, en dehors de mouvements de marché très temporaires qui pourraient durer quelques trimestres, peut-être 2 trimestres tout au plus, on a pour moi des garanties assez solides de prix du pétrole au-dessus de 65 $, en tout cas au moins au-dessus de 60 $. Ça, c'est un fait à peu près acquis. On pourrait, en cas de forte récession, très temporairement aller chercher des 50 $, mais ça durerait peut-être un trimestre ou 4-5 mois. Mais très très vite, on reviendrait, à cause de la déplétion des shale oil américains, à ces niveaux de prix dont je vous parle ici. Alors quelques commentaires quand même au passage sur l'évolution de ces prix, des coûts totaux de production en shale oil américain. Donc il y a pas mal de débats en ce moment qui consistent à se dire est-ce que les États-Unis sont proches du peak oil de leur gisement en pétrole de schiste, ou est-ce qu'au contraire on a un gros potentiel pour augmenter la production. Alors là-dessus les experts sont assez divisés. Je trouve des articles comme cet auteur-là, Michael Lynch, qui pense qu'on va vers un boom, qu'on n'aura aucun problème à augmenter la production de pétrole de schiste américain, et d'autres auteurs qui pensent qu'au contraire, on n'est pas loin d'avoir épuisé, pas épuisé, mais on n'est pas loin des 50% du milieu de vie des réserves américaines en pétrole de schiste, et que du coup, ça va devenir, une fois qu'on a passé les 50%, ou le peak oil, ça va devenir de plus en plus dur d'exploiter les gisements, et la production va décliner quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est la thèse d'autres auteurs qu'on retrouve notamment chez Goring et Rosenzweig, qui expliquent, vous pourrez lire, vous avez l'URL ici, qui explique dans un récent article pourquoi, selon eux, on a déjà passé le pic de production en matière de shale oil américain. Alors, difficile pour moi de vous dire qui a raison. Je trouve quand même que les arguments de ceux qui pensent qu'on est proche du pic ou qu'on a déjà passé le pic sont beaucoup plus détaillés et plus convaincants que ce qu'on peut lire ici au niveau de ceux qui pensent qu'on va vers un boom de la production. Ceux qui pensent qu'on va vers un boom de la production, ils se contentent en gros de dire puisque ça s'est passé comme ça depuis pas mal d'années, ça va continuer. Mais c'est pas un argument suffisamment solide face à tous les autres arguments détaillés sur les données depuis année par année qui sont fournis par les auteurs pessimistes. Ce que je peux observer en tout cas, c'est que les coûts de production, ils augmentent. Ça, c'est un fait. Il y a une enquête de la Fed de Dallas qui est faite au niveau des producteurs en pétrole de schiste. Là, vous avez les coûts de production totaux qui étaient donnés dans leur enquête en 2020. Vous voyez que ça se tournait autour de 50 $. En 2021, on était vers 53 $, 52, ça n'avait pas beaucoup bougé. Ça a commencé à monter un petit peu en 2022, vous voyez ici, et puis en 2023, on est passé à 61, donc grosse hausse générale des coûts de production.
et en 2024, 65 dollars dans la zone 64-65 dollars. Donc ça a encore augmenté. Alors, ça, ce sont des faits qui sont incontestables et ça cadre mal avec l'hypothèse d'un boom qui serait généré par des gains de productivité. Si on avait des gains de productivité vraiment importants en matière de pétrole de schiste, on devrait avoir une baisse des coûts de production et c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, je suis assez méfiant. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les coûts de production sont dans la zone 60-65 dollars et en tendance haussière. Du coup, une fois qu'on a compris ces données, comment on va pouvoir en profiter? Alors la grosse chance de l'industrie pétrolière, du point de vue des investisseurs, c'est qu'on a un univers dont les coûts de production sont exceptionnellement dispersés. Ça ne se retrouve pas chez d'autres sociétés, chez d'autres secteurs, d'autres matières premières. Vous avez ici par exemple le graphique des coûts de production des mines d'or qu'on trouve sur le site gold.org. Et vous voyez que la grande majorité des mines d'or a des coûts de production qui vont être compris entre 1200 et 1700, 1800 dollars l'once actuellement. Ça, c'est vraiment un cas de figure très très majoritaire. Donc, il y a une dispersion, mais qui n'est pas énorme. Au niveau du pétrole, vous avez des producteurs qui ont des coûts de production à 15 dollars le baril, même moins pour des producteurs saoudiens. Aramco a des tas de gisements sur lesquels les coûts de production sont inférieurs à 10 dollars. Et puis, de l'autre côté, vous avez des sociétés pour lesquelles ça monte à 75 dollars. Et on l'a vu en pétrole de schiste américain, la moyenne actuelle est à 60-65 dollars. Donc, vous avez vraiment deux catégories de producteurs. Vous avez les producteurs de pétrole conventionnel qui exploitent des gisements traditionnels dont les coûts de production en général sont bas. On va avoir des coûts d'exploitation qui vont être à 10-12 dollars le baril, des coûts totaux qui peuvent être en dessous de 30 dollars le baril. On en a de moins en moins parce que le peak oil est passé pour les nouvelles découvertes en pétrole conventionnel, mais il y a toujours des gisements qui existent et qui sont mis en valeur par des sociétés qui sont présentes sur les marchés boursiers. Et après, vous avez le pétrole non conventionnel à haut coût de production, ce sont les producteurs de shale oil américains et de sable bitumineux canadien qui ont sensiblement le même ordre de grandeur de coût de production que le shale oil américain. Alors si vous arrivez à acheter un producteur à bas coût qui a 15-30 dollars le baril, c'est très intéressant parce que je vous expliquais qu'avec le mécanisme de formation des prix qu'on a actuellement, on a quasiment une garantie de prix à 60-65 dollars en dehors d'un trou d'air éventuel peut-être de quelques mois ou de 2 trimestres tout au plus. Et tel avantage, si vous produisez entre 15 et 30 dollars et que vous revendez à 60-65 dollars, que vous êtes sûr de faire des bénéfices et que vous ne pouvez pas avoir de concurrence qui se développe parce qu'il y a une demande mondiale de toute façon qui est présente et que vous avez que la demande mondiale a besoin des producteurs qui produisent à 65 dollars, vous êtes assuré de faire de gros bénéfices, de grosses marges quoi qu'il arrive, et ça devrait se payer assez cher sur le marché. Le marché devrait payer ces sociétés-là à bas coût de production très cher. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout ce qu'on observe. Les valorisations des mid-caps qui exploitent des gisements de pétrole conventionnel aujourd'hui, elles restent bradées. Alors il y a plusieurs raisons. Le marché n'aime pas les small et mid-caps en général en ce moment. Le marché n'aime pas non plus le pétrole, qui considère, parce qu'il y a un discours, les énergies renouvelables vont remplacer le pétrole, donc c'est une matière du passé, etc. Voilà. Et puis il y a les lobbies ESG qui assèchent une partie des flux d'investissement. Donc on voit très bien ça en France, en Europe notamment, et tout ça, ça contribue à avoir des ratios de valorisation très bas sur les valeurs pétrolières. Donc vous allez me dire, du coup, il faut pas y aller, il faut pas acheter, puisqu'il n'y a aucune chance de voir le prix de nos actions monter. Alors ça c'est totalement faux en fait, parce que quand on a une action bradée, même si le prix ne monte pas, elle vous rapporte forcément de gros dividendes où elle accumule des capitaux propres rapidement et sa valeur monte même à ratio constant.
Alors si vous regardez par exemple un graphique de Total Gabon, vous le regardez, en tout cas si vous le regardez dans quelques semaines, on va se placer par exemple au 10 janvier 2025, vous constaterez qu'après le détachement du gros dividende qui est prévu, le cours sera sans doute revenu aux environs de peut-être 130 euros ou 135 euros, je ne sais pas exactement, et que c'est le même cours finalement qu'en 2021. Donc quelqu'un qui regarde un graphique de Total Gabon entre 2021 et le début de l'année 2025, il va se dire, ça c'est une action absolument nulle, puisque le cours ne monte quasiment jamais, alors que le reste du marché a quand même progressé en moyenne sur la période. Donc on perd complètement son temps avec ces mid-caps pétrolières décotées dont le cours ne progresse pas. Le seul truc, c'est que entre 2021 ou même 2022 et 2025, vous aurez touché 180 $ de dividendes. Donc c'est quand même extrêmement intéressant pour une action qui est à 130 euros. Et là, en fait, si vous êtes actionnaire de Total Gabon, vous avez vraiment envie, surtout que le cours ne monte pas. Vous priez pour que le cours ne monte pas, qu'il reste le plus bas possible, si possible aux alentours de 130 $, pour pouvoir continuer à toucher un maximum de dividendes à un prix très bas. Et il y a pas mal de valeurs pétrolières bradées que je connais qui sont dans ce genre de situation. Vous avez vraiment envie que le prix reste bas, soit pour pouvoir accumuler des titres à bas prix, soit pour pouvoir toucher de gros dividendes, ou les deux à la fois, avec finalement un excellent rendement global pour l'investisseur qui sera largement supérieur à 15% par an. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur ces mid-caps. Donc ce qu'il faut faire en ce moment sur le pétrole dans un contexte où on ne sait pas trop encore si une récession va affecter ou non les cours du pétrole, si elle va les affecter relativement fortement comme en 2008-2009 ou extrêmement peu comme la récession de 2001. En pré-récession, vous n'avez aucune hésitation en ce moment à acheter les sociétés à bas coût de production pétrolière qui produisent du pétrole conventionnel et qui sont faiblement valorisées. Donc ces small mid caps de pétrole conventionnel, il n'y a aucun souci. Si le pétrole est à 60 $ le baril, elles gagneront très bien leur vie. Et quand il rebondira après la récession, elles gagneront encore mieux leur vie. Sauf accident géopolitique. Et pour répondre aux accidents géopolitiques, il suffit d'en avoir plusieurs pour répartir le risque sur plusieurs pays. Et puis, si on entre en récession, qu'on a une chute, que la récession est un petit peu costaud, qu'on a une chute temporaire du cours du baril sous les 60-65 $, qui sont un peu la garantie de prix moyen long terme que je vous ai cité à cause du pétrole de schiste américain, et ben là, il faudra profiter à fond du trou d'air qu'on aura pour surtout le secteur pétrolier pour ajouter des pétrolières à haut coût de production, et là on pourra aller sur les sables bitumineux canadiens ou sur d'autres valeurs que je connais, qui soit au pétrole de schiste américain, soit des valeurs qui opèrent en Amérique latine aussi sur le pétrole non conventionnel ou d'autres pays, parce que ces valeurs elles seront beaucoup plus réactives ensuite au rebond du cours du pétrole, et vous pourrez les acheter à prix bradé et ensuite bénéficier d'un gros levier à la hausse. Donc voilà ce que je vous conseille de faire en résumé sur le secteur du pétrole et du gaz naturel en ce moment. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, j'ai une formation sur le secteur pétrole et or que je vais mettre à jour dans les semaines qui viennent. Et bien sûr, les codes promo pour le club des investisseurs et mes formations sont toujours valables pour encore quelques jours. Voilà pour ce commentaire sur les prix du pétrole. Et je vous souhaite maintenant d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.